Bonjour à tous, je suis très contente de passer ce petit instant avec vous. À chaque fois que je me pose pour enregistrer cette vidéo, je me prépare une bonne petite tasse d'une boisson chaude. Vraiment, je vous parle comme si je parlais à des amis et je vous ouvre mon cœur vraiment avec authenticité. C'est pour ça que c'est un petit peu artisanal ce que je fais. J'aimerais vous donner un peu des nouvelles parce que ça va pas si fort et en même temps j'ai beaucoup de prise de conscience. Donc pour les personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne, je parle du deuil. Mais je parle pas de n'importe quel deuil. Je parle du deuil d'une personne qui est centrale dans sa vie et qu'on a perdue. Dans mon cas, il s'agit de ma soeur jumelle. Elle est morte du cancer et là je suis dans ma deuxième année de deuil. Donc j'ai simplement créé cette chaîne pour témoigner au quotidien, au jour le jour, mois après mois, de la façon qu'on a de survivre. Il est évident que je ne suis pas encore dans la vie, je suis totalement dans la survie et vous allez voir que nous sommes une petite communauté, donc vous êtes bienvenus pour vous abonner. Une petite communauté de personnes qui ont perdu des gens, mais ce n'est pas n'importe quel deuil. Ce sont des gens qui ont perdu des personnes qui étaient des piliers dans leur vie et qui sont bouleversés, qui sont déboussolés et qui doivent chercher vraiment au fond d'eux-mêmes pour retrouver la force et l'énergie de remonter à la surface ou de se maintenir à la surface. Et pour beaucoup d'entre eux aussi, vous êtes nombreux à avoir beaucoup de responsabilités. Donc il ne s'agit pas juste de se laisser aller à tomber dans la dépression et se dire je m'en fous. Donc ce sont des gens courageux qui sont sur cette chaîne, des gens courageux qui cherchent à s'en sortir et qui sont très très sages. Chaque fois que je lis vos messages, je suis bouleversée par aussi la gentillesse, la compassion et l'intelligence de vos messages. Donc encore une fois, si tout ça, ça vous parle, si vous-même vous êtes en train de traverser cette épreuve, alors soyez les bienvenus. Vous pouvez raconter votre histoire dans l'espace des commentaires, faire des remarques, des observations, des conseils, des astuces, tout ce qui vous passe par la tête. Vous êtes absolument bienvenus. Alors, nous sommes dans la deuxième année de deuil, donc je vous laisse aussi regarder les vidéos précédentes. J'ai posté beaucoup plus souvent. La première année, là, ça devient très difficile pour moi. Dans cette deuxième année, ça fait 1 an et demi que ma soeur est morte. Ça devient de plus en plus difficile pour moi de continuer de témoigner. Mais j'essaye de le faire. Donc encore une fois, si vous voulez mettre un pouce sur cette vidéo, déjà moi ça m'encourage. Et aussi ça me permet de... Oui voilà, c'est ça, ça me permet de me dire que je ne fais pas ça pour rien. Parce que c'est un exercice très difficile. J'ai parlé dernièrement à une personne qui m'a dit écoute, continue ce que tu fais parce que la majorité des gens qui sont dans la souffrance ne savent pas parler. N'arrive pas à parler. On peut parler de plein d'autres choses, mais de parler de sa souffrance, c'est vraiment un exercice difficile. Alors moi j'ai été stoppée un peu au début parce que je me suis dit c'est hyper narcissique de se regarder devant la caméra et puis ça me fait passer pour une victime, je vais faire pleurer dans les chaumières, ah la pauvre fille elle a perdu sa soeur jumelle. Mais c'est pas ça l'objectif de cette chaîne, tant pis si je suis un peu narcissique, tant pis si je me regarde dans ma douleur. Le plus important, c'est qu'on parle de ça. Parce qu'on est très très seul dans le deuil. On est très entouré peut-être par la famille, par les amis au début, etc. Mais une journée, c'est 24 heures. Et vous savez très bien que les nuits, elles comptent autant que les journées. Parce que la nuit, on se réveille. Ou alors on ne dort pas. Et il y a des cauchemars, il y a tout plein de choses. Donc, en fait, ce qui est bizarre avec le deuil, c'est qu'au moment où, j'allais dire, on meurt, parce que c'est vraiment ce que je ressens. Moi, j'ai l'impression d'être morte avec ma soeur jumelle. Mais voilà, je vais vous dire les choses comme je le pense finalement. Au moment où on meurt, eh bien, il y a le corps qui s'agite dans tous les sens, le mental qui s'agite, l'émotionnel qui s'agite, et on se sent extrêmement vivant. On se sent encore plus vivant maintenant, mais vivant dans le côté négatif des choses, c'est-à-dire qu'on vit dans la souffrance, dans la douleur, dans l'inconfort. En fait, très souvent, tout va mal. En ce qui me concerne, je vous fais un petit bilan parce que là, on est 1 an et demi.
Je voulais faire cette petite vidéo encore une fois de bilan parce que j'ai passé plusieurs semaines loin de mon appartement. Je suis revenue ici en Bretagne chez moi. Ça m'a permis de prendre de la distance encore une fois et de visualiser qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Pourquoi 1 an et demi après la mort de ma soeur jumelle, je suis dans un état épouvantable. Voilà. Parce que c'est ça. D'abord, la première chose à dire, c'est que je suis dans un état épouvantable. C'est là où ça va le plus mal, c'est au niveau du corps physique. J'ai des sensations physiques extrêmement désagréables. Je suis complètement en proie à mon addiction alimentaire. Je suis quelqu'un d'hyperphagique quand ça va mal. Les gens disent souvent on mange ses émotions. Oui, c'est ça, mais surtout, oui, c'est ça, je mange la colère. J'ai besoin de faire, de mastiquer en fait. Mais en ce qui me concerne, c'est aussi beaucoup remplir le vide. Voilà. Il est évident que maintenant je me rends compte que le fait que ma soeur jumelle soit morte, elle n'est pas responsable de tout ce vide monstrueux que j'ai à l'intérieur de moi, ou que je crois avoir à l'intérieur de moi. Je suis dans une phase, un passage de ma vie là, où je mets en évidence quelque chose en fait que j'ai depuis toujours. Alors, j'aurais pu ranger cette vidéo dans la playlist de la spiritualité parce que vous me connaissez maintenant, pour ceux qui me suivent, je suis quand même très très accrochée à la philosophie de vie, à la métaphysique et à la spiritualité du yoga, du bouddhisme tibétain, etc. Et je comprends bien ce qui se passe pour moi, c'est-à-dire que quand je suis née dans mon incarnation avec ma soeur jumelle, il y a un certain nombre de choses que je devais travailler. Et je ne vais pas trop insister sur cette vidéo parce que cette vidéo est plutôt dans une playlist généraliste, donc je ne veux pas vous décourager de m'écouter avec mes croyances à moi. Mais grosso modo, j'ai vécu toute mon enfance, mon adolescence, etc. avec une très grosse anxiété. C'est un truc très bizarre chez moi, c'est qu'il y a un mélange très bizarre d'un énorme optimisme. Je suis quelqu'un de très enthousiaste, je croque la vie à pleines dents, j'ai beaucoup d'énergie vitale en fait. Et d'un autre côté, il y a cette énorme anxiété qui est ancrée en moi et je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Et donc cette impression de vide intérieur et en même temps vous savez, le vide, c'est le vide, voilà, il y a espace vide, il n'y a rien, entre guillemets. Alors évidemment, comme je ne suis pas encore une fois, dans les vidéos de spiritualité, je vous appellerai ça de la vacuité, mais on va laisser ça de côté. Donc c'est du vide, il n'y a rien. Mais il faut savoir que le vide, vous vous rappelez quand on parle du vertige, j'aime bien donner cet exemple parce que quand on dit oui, moi j'ai le vertige, j'ai peur du vide. Mais en fait, c'est vraiment intéressant quand on écoute ça. J'ai peur du vide. Et en fait, le vide, très souvent, c'est pas le vide, c'est l'immensité. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bien sûr, le vide existe, bien sûr que le vertige existe, et bien sûr que... Mais ça, c'est le premier niveau que tout le monde connaît. Mais moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que derrière cette notion du vide, il y a aussi cette notion d'immensité, de vastitude, de puissance, de mon Dieu, sur quoi je vais tomber. Et j'ai l'impression que dans mon cas, c'est quand même assez ça qui provoque ces anxiétés. C'est que je pense que depuis que je suis petite, je ressens une capacité en moi à me connecter à vraiment à la beauté du monde, à l'humanité, je ne sais pas comment vous dire, à des choses qui me dépassent, pardon, qui sont plus larges que moi. Et c'est pas pour rien, je pense, que j'ai choisi d'étudier la géographie physique et d'aller à fond dans l'étude de la planète, de comprendre comment fonctionnent les montagnes, comment fonctionnent les océans, comment fonctionnent les forêts, l'équilibre de la Terre, comment fonctionnent aussi les humains, les animaux, les plantes, etc. Je pense que vraiment, ça m'a complètement fascinée parce que j'ai découvert à quel point, vous savez, la sensation de la fourmi, où on a l'impression d'être tout petit face à quelque chose d'immense et de magnifique et de merveilleux. En fait, j'ai cette conscience du grand et du beau qui est très développée en moi et c'est vrai que ça a été renforcé pendant mes études.
J'avoue que pendant mes études, j'ai eu des moments où j'ai pu faire des exercices de terrain parce qu'on va très régulièrement sur le terrain, donc en montagne, en forêt ou n'importe où, pour faire des relevés de plantes ou de sable, etc. Et à chaque fois, je me suis posée en me disant, mais c'est absolument magnifique ce qui m'entoure. Je me suis retrouvée au pied de certaines montagnes, au pied de certains arbres immenses, face à l'océan, et en me disant, mais mon Dieu, c'est tellement beau. Donc je reviens à ça, j'ai fait une parenthèse, c'est pour vous expliquer que le vide, ça peut être en fait l'immensité. Voilà. Et donc, je reviens donc à ce que je disais, à l'hyperphagie, le fait de manger. Quand on dit oui, c'est pour manger ses émotions, alors oui, bien sûr, j'ai l'émotion de la colère, là, elle est toujours là, et beaucoup, beaucoup de choses. Mais il y a aussi cette sensation du vide. Et donc, ce vide, c'est-à-dire l'absence de l'autre qui laisse un vide, mais il y a aussi cette peur de l'immensité. Parce que ça fait quoi? La mort de l'autre, c'est quoi? Déjà moi, parce que comme je suis sœur jumelle, le corps de ma sœur était identique au mien. Quand je l'ai vue souffrir, je souffrais. Quand je l'ai vue malade, je me suis sentie malade. En fait, je n'ai pas vu de différence entre elle et moi. J'ai fait une gymnastique du cerveau qui a été extrêmement difficile pour essayer de me dire, mais je suis Kenza et elle est Selma et moi je suis en bonne santé et c'est elle qui est malade. Mais c'était trop difficile, cette gymnastique était très difficile, donc je n'arrivais pas, c'est la fusion en fait, je n'arrivais pas vraiment à sentir la différence entre son état et le mien. Et puis donc il y a voilà. J'aurais pas dû rentrer dans les souvenirs parce que voilà, alors là vous avez un exemple concret, c'est que dès que je suis absorbée par le souvenir, je perds contact avec la réalité, je ne sais même plus ce que je vous disais. C'est terrible, hein, parce que là maintenant je vois ma sœur allongée sur son lit et je vois la douleur et je vois la souffrance et voilà. Et j'arrive pas à me libérer de ça. Bon, ben j'espère que vous m'en voudrez pas parce que cette vidéo est un peu incohérente, mais parce qu'il y a beaucoup de choses que je voudrais vous dire. Et comme je prends jamais la caméra maintenant pour parler parce que c'est difficile, alors au moment où je prends la caméra, j'ai envie de vous raconter plein de trucs en même temps et ça va dans tous les sens. Bon, je respire un coup, je rebois un peu. Bien, donc... oui, en effet, j'ai toujours un comportement hyperphagique. On ne va pas rentrer dans les détails du vide, on va laisser ça de côté pour l'instant. Quand je suis revenue dans cet appartement, je me suis aperçue que... oui, ce que j'étais en train de vous dire, c'est que j'étais mal physiquement. Donc j'étais très très mal physiquement. Mais en fait, j'ai l'impression que ma dépression est clairement en train de s'épanouir. On va dire les choses comme ça. Autant, toute l'année dernière, je l'ai complètement muselée. Elle était ligotée. Je ne lui ai pas laissé l'espace pour s'exprimer. Autant cette année 2024, alors là, ça commence à être les vannes ouvertes. Je suis partie quelques semaines de chez moi. Je suis revenue et au moment où je suis revenue, j'ai replongé 10 fois plus bas, j'ai l'impression, que ce que j'étais. Je suis passée par une énorme crise. Ces quelques jours qui sont passés là, cette semaine qui vient de passer, à tel point que j'étais en état de choc. Et je pense que je suis encore en état de choc. Parce que j'ai énormément pleuré, mais c'est un truc de fou quoi. Vous avez vraiment l'impression d'être schizophrène. C'est-à-dire que pendant plusieurs semaines, je n'étais pas chez moi. Donc, j'allais dire, je me tenais bien. Je me levais chaque jour, normal. Je vaquais à différentes occupations, parce que je suis très occupée en ce moment, parce que je fais une formation, une espèce de coaching pour créer mon projet professionnel et un peu affiner justement ma renaissance, quoi. Essayer de me donner une chance de renaître dans cette vie et de faire quelque chose qui a du sens pour moi et qui peut aider les autres. Ça me prend énormément de temps et donc j'étais très très occupée. Donc je me levais, j'étais occupée, toute la journée j'étais occupée, tout allait bien. Bien sûr j'avais des difficultés, beaucoup de choses, ça c'est autre chose. Et là je rentre chez moi et là c'est un truc de fou. Je suis là, imaginez, je suis devant vous là comme ça et je me mets à pleurer. J'ai des larmes qui coulent, j'ai des larmes qui coulent.
Je ne sais pas pourquoi. C'est juste comme ça coule tout seul. Ça coule, ça coule, ça coule. Je m'arrête, j'essuie mes larmes, je m'en vais pour prendre un verre d'eau, faire quelque chose, ça s'arrête. Je m'assois sur le canapé et là, j'ai les larmes qui se mettent à couler. J'essuie mes larmes, je dis, bon, ben là, je ne sais pas pourquoi je pleure. Je m'en vais, je vais dans la salle de bain, mettons que je me lave les dents et je me mets à pleurer. Et ça a été comme ça pendant plusieurs jours, sans savoir pourquoi. Voilà, juste parce que physiquement, je suis revenue dans cet appartement. Et dans cet appartement, il y a les affaires de ma sœur, il y a les affaires, les miennes, mais qui correspondent uniquement à la période pendant 4 ans où elle était malade. Et il y a l'environnement. Cet appartement n'est pas n'importe où, il est dans le lieu, la ville où elle est morte. Cette ville, on n'y a pas habité toute notre vie. Si vous avez écouté mes vidéos depuis le début, mais pour les personnes qui sont nouvelles sur cette chaîne et qui ne savent pas, je ne suis pas bretonne. Je suis immigrée bretonne, comme j'aime bien le dire. J'habite en Bretagne avec ma sœur. Je termine ma phrase. Oui, parce qu'elle est toujours là. On est venues toutes les deux ici pour gérer sa maladie. J'appelais ça sa convalescence. On est venu dans la ferme intention de la guérir et de lui offrir un lieu de convalescence agréable pour repartir sur les routes de la vie. Et ça ne s'est pas passé comme ça puisqu'elle est morte. Donc ce lieu n'est pas un lieu où j'ai 40 ans de souvenirs avec mes différents états quand j'étais petite, quand j'étais ado, quand j'étais... etc. Je n'ai que les souvenirs de ma sœur et moi en train d'essayer de combattre et de lutter cette maladie et le souvenir de sa mort. C'est tout. Et comme en plus ici, il n'y a personne de notre famille, de notre entourage proche, il n'y a personne pour m'aider à mettre une nouvelle histoire sur cet endroit. Ça, je m'en suis aperçue parce que je me suis dit, mais c'est pas possible de me sentir aussi mal. Au moment où je reviens dans cet appartement, j'ai au début une grande joie parce que ça fait du bien de rentrer chez soi. Ça fait du bien d'être dans ses affaires. Comme vous le savez maintenant, je me suis acheté des meubles, je ne suis plus en train de dormir par terre. J'ai accepté de remonter à la surface. J'ai un bureau, j'ai des bouquins, mais en fait, au-delà de ça, la joie d'avoir les plantes vertes, j'adore les plantes, j'en ai beaucoup. Au-delà de ça, j'ai toute cette énergie-là qui s'est remise sur moi et je me rends compte là maintenant que j'arrive pas à m'en sortir. Je ne sais pas. Est-ce que si j'avais ma famille avec moi ici, des amis avec moi ici, peut-être que j'arriverais à créer une nouvelle histoire et que chaque jour, chaque fois que je sortirai dans le quartier, dans la ville, etc., je penserai à autre chose. Mais là, ce qui se passe, c'est que je n'arrive plus à sortir de chez moi. Donc, j'ai ce comportement d'hyper-enfermement parce que sortir de chez moi me fait mal. Physiquement, j'ai mal. J'ai mal quand je suis dans la rue parce que la rue me rappelle que des souvenirs liés à la maladie de ma sœur et à la mort de ma sœur. Quand je prends mon vélo et je me dis, je vais aller respirer déjà parce que physiquement, j'ai besoin d'exercice. Et un des 3 choix que j'ai en sortant de chez moi, j'ai 3 directions, on va dire. Une des directions que j'aime beaucoup, parce que c'est une piste agréable, elle passe devant le funérarium où ma sœur était. À chaque fois que je passe, à chaque fois j'ai un coup de couteau qui me lacère le cœur. J'ai essayé, je vous assure, j'ai essayé de toutes mes forces. J'ai essayé en me disant, mais arrête, tu vas finir par t'habituer, tu ne remarqueras même plus, tu n'y penseras même plus, tu passeras à côté, tu verras même plus quel bâtiment c'est. Ça marche pas. J'ai essayé sûrement pas assez, mais il n'y a rien à faire, j'ai mal. Quand j'arrive à tel endroit, je revois ma sœur debout au moment où elle était avec des super résultats, où elle arrivait à marcher, où on pensait qu'elle était sauvée. Et moi, je sais maintenant qu'elle est morte. Et j'ai la douleur qui m'étreint le cœur. J'ai mal au ventre, j'ai la tête qui se brouille. Je fais demi-tour, je rentre chez moi, je repasse devant le funérarium, etc. Je prends un autre chemin. Le deuxième chemin, très beau. Alors, je me dis, c'est merveilleux, il y a des forêts, il y a des arbres, j'entends le chant des oiseaux. Et qu'est-ce que je vois?
Ça, je vous avais pris une vidéo, je ne sais plus quel est le numéro, mais c'est les bancs où on s'était assis, ma soeur et moi, au moment où on avait fait le jeûne et elle était en train de guérir. Et jamais, jamais on est revenu sur ce chemin, elle et moi. Et je vois à chaque pas que je marche, là je le fais à pied, à chaque pas c'est un pas de douleur. Hein. À chaque pas que j'avance, je me dis je suis là, je suis toute seule, je suis là, je suis toute seule, elle n'est pas là. Et on était là, et on était là. Et comment est-ce que je peux vivre avec cette impression de me dire mais mon Dieu, j'avais tellement de chance, ma soeur était à côté de moi, on était en train de parler, je pouvais respirer son air, je pouvais respirer son oxygène, je pouvais entendre sa voix, je pouvais la voir rire, sourire, parler, je pouvais écouter ce qu'elle avait à dire, elle pouvait écouter ce que j'avais à dire, on était en train d'organiser notre journée, on était en train de passer notre journée ensemble, on était en train d'être ensemble. Donc j'en suis à ce stade-là, encore 1 an et demi plus tard. Je marche, je marche, je marche et je me suis forcée tous les jours 2 heures. 1 heure pour y aller, 1 heure pour revenir. Et j'ai fait ça tous les jours et ça n'a rien changé. Bien sûr que les arbres m'ont fait du bien. Bien sûr que respirer la nature m'a fait du bien. Bien sûr qu'entendre les oiseaux, voir les chats marcher, bien sûr que tout ça m'a fait énormément de bien. Mais la douleur est immense à côté. Et moi, j'ai plus le courage. J'ai plus le courage en fait. 3e piste. Je me dis, bon, je vais dépasser le problème. Je vais aller plus loin que ce que j'avais l'habitude d'aller avec ma soeur. Comme ça, on n'aura pas vraiment de souvenirs. Eh ben non. Parce que je pars avec ma bicyclette. Je pédale. Ben déjà, il faut quand même que j'aille à 10 km. Et pendant toute la route, je passe par les lieux où on habitait. Donc moi, si vous voulez, j'habite aujourd'hui dans le centre-bourg. Et à l'époque, ma soeur et moi, on habitait dans un des villages du centre-bourg. C'est un endroit un peu spécial. C'est une ville éclatée, en fait. C'est une administration qui a plein de petits villages. Donc, on habitait, ma soeur et moi, sur un des petits villages qui était au bord de l'océan. Mais tout me dirige vers cet endroit-là. Je veux dire, tous mes souvenirs sont là. Je reconnais le littoral, c'est le même. Je reconnais la route pour y aller. Bon. Donc je me dis, c'est pas grave, pédale, 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 tu vas dépasser cet endroit-là et tu vas aller au prochain village. Et là, voilà. Mais sauf que pour arriver au prochain village, il faut bien que je dépasse tout ça. Donc pendant 10 km, je suis en train de pédaler dans mes souvenirs et dans la douleur. Alors bien sûr que c'est magnifique. Je ne vais pas vous dire le contraire. Quand je prends le vélo à la fin de la journée, que le jour est calme, il n'y a presque plus de voitures, qu'on est là, on est en été, hein, donc les jours sont longs, je vois l'océan au loin, je vois l'eau bleue, bien sûr que c'est beau, bien sûr que c'est magnifique, c'est pas pour rien qu'on a choisi, ma soeur et moi, de venir habiter ici. Mais tout est douloureux. Donc, je finis par ne plus pouvoir, il y a des moments vraiment où je ne peux plus mettre un pied dehors. Et le dernier truc que je voudrais rajouter, c'est pour ça vraiment je vous témoigne, j'en suis pas fière, hein, mais je vous témoigne les choses telles qu'elles sont vraiment. Et vous pourrez me dire vous aussi en commentaire si c'est des choses qui vous parlent à vous aussi, si vous vivez de ce genre de trucs complètement débiles. Mais quand je sors dehors, étant donné que je connais personne, à part les gens qui ont pris soin de ma soeur jumelle et mon ancien propriétaire ou les voisins avec qui, à côté de qui on habitait, j'ai l'impression à chaque fois que je suis dans la rue, je vois des voitures passer, c'est une obsession pratiquement. C'est pas vraiment une obsession parce que je peux pas dire que j'y pense comme ça, mais malgré tout, j'ai l'impression à chaque fois que je vois qu'il y a une aide-soignante ou une infirmière qui passe et qui me reconnaît. Et ça me fait très très mal. En fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je marche dans cette rue, je ne suis pas quelqu'un d'inconnu. Parce que l'histoire des 2 jumelles, dont une avait le cancer et l'autre qui restait accrochée à elle, a essayé de l'aider à s'en sortir, étant donné qu'on est dans un tout petit, voilà, une petite ville, un petit bourg, quoi. C'est une histoire que tout le monde ne connaît pas, bien évidemment, mais il y a quand même un certain nombre de personnes qui sont au courant. Et cette tristesse, je représente la tristesse, je représente le deuil, je représente la solitude aujourd'hui, je représente l'abandon, je représente la galère de la vie, je représente la mort. En fait, c'est comme ça que moi je le vis. Bien sûr, vous allez me dire, mais non, c'est pas ça du tout, t'es pas responsable, c'est pas de ta faute, ta soeur est morte, mais qu'est-ce que tu veux faire?
Mais moi, quand je sors dans la rue, je sens ce poids-là. Ça me fait mal. Je sens ce poids comme la culpabilité d'être là et que ma soeur soit morte, comme la culpabilité d'avoir échoué, mais vraiment à l'aider à se guérir et à sauver sa vie. Et aussi, j'échoue complètement, hein, 1 an et demi plus tard, à revivre une vie. Voilà. Et ça, c'est dur pour moi. Peut-être que c'est probablement de l'orgueil aussi, de l'ego. C'est sûr que c'est ça aussi. C'est un mélange de plusieurs choses. Mais c'est très dur pour moi de marcher dans la rue. Je me sens coupable, je me sens lourde. Je me sens jugée comme si on me pointait du doigt. On me disait, ah, regarde, c'est elle. Sa soeur jumelle est morte et elle est là. Et j'arrive pas encore à sortir de ça. Donc je commence à me dire, il est possible que je n'arrive pas à m'en sortir si je continue de vivre dans cet endroit. Je commence à me dire que là, il y a un vrai problème. Là, j'ai un vrai problème. Au début, je m'étais dit, c'est stupide, il faut arrêter de dire n'importe quoi. Ma mère, quand elle est au Maroc, elle est dans sa maison, elle a les souvenirs de mon père qui est mort et pourtant elle n'a pas changé de maison, elle continue à habiter dans la même ville. Tout le monde dans ma famille a perdu son père ou quelqu'un d'important et continue de vivre au même endroit. Pourquoi est-ce que moi, j'arriverai pas à vivre au même endroit? Mais ben ça y est, j'ai compris. Parce que toute ma vie ne s'est pas faite ici. Ma vie ne s'est pas faite ici. Ma vie s'est faite uniquement ici au moment où ma soeur était malade. Donc ce n'est pas vivable. Et qu'en plus, ma mère, quand elle est au Maroc, ben, elle a toutes ses amies, elle a le reste de la famille, elle a une vie qui continue. Tandis que moi, ben, j'ai rien. Donc ça ne fonctionne pas. Voilà. Alors, ben, je continue de réfléchir à tout ça, effectivement. Je continue à réfléchir à tout ça et à me dire que ben, il faudrait que je trouve le moyen de sortir de cet appartement et d'aller vivre ailleurs. Mais l'ennui, c'est que ben, je ne vois pas comment. Je me sens assez bloquée dans la situation pour l'instant. Mais je comprends maintenant que je vais avoir beaucoup de mal à m'en sortir. Je vais avoir beaucoup de mal à m'en sortir. Donc, je crois que ce que je fais, tout simplement, c'est de continuer à m'offrir des moments de respiration loin de cet appartement. Tout simplement, c'est ce que j'essaie de faire maintenant. Parce que j'ai beau essayer de rendre cet appartement joli, mettre des choses qui me plaisent, tout plein de trucs, ben ça ne fonctionne pas en fait. Voilà, ben c'était un peu ça que je voulais vous dire vraiment que je suis passée par une phase très 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 difficile là. J'ai tellement pleuré et donc après la phase des larmes qui coulent, ben, j'ai eu des vrais sanglots. 2 jours plus tard, ça s'est transformé en sanglots où je me suis mise à l'octer, enfin je sais pas comment dire, à hoqueter, pardon, je sais plus comment on dit ça. Mais vous savez, quand vous êtes secoué par des sanglots et là, bon là, ça y est, je savais, c'était à cause de ma soeur, je pleurais. Et j'ai tellement pleuré que j'avais l'impression d'être droguée, j'avais mal à la tête, je dormais tout le temps, j'ai mangé tout le temps, j'étais enfermée. Et là, je suis fatiguée. Je suis de l'autre côté, donc ça va mieux. Et c'est pour ça que j'enregistre cette vidéo. Et je le fais tout de suite avant que le temps passe, parce que je voudrais vraiment vous témoigner ça. Voilà. Alors à vous de m'écrire maintenant et de me dire 1 an et demi plus tard, comment vous étiez ou comment vous êtes, comment vous allez, comment vous vous sentez. Est-ce que vous aussi, vous passez par des crises comme ça, vous avez l'impression d'être tabassé? Moi, j'ai l'impression d'être tabassée et ensuite de revenir à la surface. Voilà. En attendant, sincèrement, je vous aime de tout mon cœur. J'espère vraiment que vous arrivez à vous en sortir, que vous tenez bon. Comprenez que si vous êtes là, c'est qu'il y a une raison. On n'a pas le choix, il y a quelque chose qu'on doit faire ici, ou alors c'est la leçon qu'on doit apprendre, ou alors c'est parce que quelqu'un d'autre a besoin de nous, il faut qu'on fasse quelque chose. Alors ne vous découragez pas, continuez sur ce chemin et surtout utilisez cet espace des commentaires, même si je mets du temps à répondre. Mais vous voyez que certains d'entre vous répondent aux autres, alors faites-le, échangez entre vous, permettez-vous, autorisez-vous à vous plaindre, à donner des commentaires sur ce que vous vivez et sur la douleur et la difficulté que vous traversez. Mais aussi les belles choses, si vous avez des belles choses à partager. En attendant, je vous demande de prendre soin de vous. Je vais essayer de faire pareil. Je vais essayer de remonter à la surface. Je pense tout simplement que je vais m'offrir à nouveau une petite escapade.
pour souffrir un peu moins et retrouver un petit peu l'énergie du soleil et la nature et la joie de vivre. Voilà. Et je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce sur cette vidéo et je vous dis à très vite.